Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se pencher sur la question de la racialisation du diagnostic de schizophrénie, qui est un phénomène qui a eu lieu dans les années 60 aux États-Unis. Donc en fait, ça va être en gros de vous parler de ce livre merveilleux qui s'appelle Étouffer la révolte, la psychiatrie contre les civil rights, une histoire du contrôle social. Le titre anglais, c'est The Protest Psychosis, donc littéralement la psychose de révolte. Et il a été écrit par Jonathan Metzl, qui est un psychiatre et un sociologue qui vit aux États-Unis. Il faut savoir que il faut savoir que la question de la racialisation du diagnostic de schizophrénie, ça touche les personnes noires. En l'occurrence, lui, il n'est pas noir, mais il est juif, donc il est quand même concerné personnellement par la question du phénomène de racialisation. Donc après, on fait ce qu'on veut du coup de ces informations pour établir selon soi sa légitimité ou non à parler du sujet. Mais personnellement, je trouve que c'est un message que j'ai pas beaucoup rencontré auparavant, et le livre est plutôt bien foutu, donc voilà. Sa mère était psychanalyste, et lui, en fait, ça se ressent aussi très fort que ses orientations sont psychanalytiques. Mais du coup, c'est dire mon ouverture d'esprit, puisque je me suis pas arrêtée à ça, et par moments ça se ressent, mais globalement, en fait, vu qu'il parle d'une étude méthodologiquement très sérieuse qu'il a faite sur des archives en fait d'un hôpital psychiatrique, celui d'Iowa en l'occurrence, eh bien ça se ressent pas tant finalement qu'il est psychanalyste, donc ça ne m'a pas posé de problème. Donc en fait, si j'ai eu connaissance de ce livre, c'est par le MOOC dont j'ai déjà parlé, de Charmaine Williams, qui est vraiment très chouette, et à un moment elle montre une publicité qui est celle-ci. Donc oui, c'est choquant. Et en fait, voilà, l'Aldol, c'est un des premiers antipsychotiques qui a été commercialisé. Et en l'occurrence, c'est la base Enfin, c'est un très bon support visuel pour prendre connaissance du message politique qui est véhiculé par le livre de Jonathan Metzl. Donc il nous dit à ce sujet, cette publicité pour le célèbre tranquillisant Aldol est tirée des archives of General Psychiatry. Elle montre un homme noir à l'attitude hostile et rageuse. Le poing brandi à la manière d'un militant du Black Power, ce sosie de James Brown semble menacer directement le lecteur, sans doute un médecin, tandis que le décor urbain rougeoyant, dévoré par les flammes, semble faire directement référence aux troubles qui ébranlèrent des villes comme Los Angeles, Détroit et Newark. Cette publicité de grande envergure s'adresse aux médecins en les invitant à s'y identifier avec leurs propres peurs, leurs propres projections. Elle a pour but de déclencher la peur chez ses spectateurs qu'elle présume blancs. Et cette publicité va même plus loin en suggérant que l'anxiété raciale ressentie par un médecin pourrait être apaisée par la réponse chimique aux menaces incarnées par ces hommes noirs indisciplinés. Agressif et belliqueux, demande la publicité, teintée d'une consonance raciale avant de donner la réponse à sa propre question. Souvent, la coopération commence avec Aldol. Donc après, il explique que voilà, il n'y a pas eu que cette publicité, c'était pas un événement isolé, c'était vraiment une technique de com des laboratoires pharmaceutiques dans les années 60. Et le but de cette vidéo, c'est de vous résumer, comme je vais le pouvoir, ce livre de 350 pages sur l'explication de ce phénomène. Donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur la question de la schizophrénie. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on dit que la schizophrénie concerne une personne, enfin 1%, donc une personne sur 100, de n'importe quelle population donnée. Je cite, peu importe où vivent les personnes en question, la façon dont elles s'habillent, qui elles fréquentent ou quel type de musique elles aiment. Or, pendant les années 80 et 90, de nombreux articles émanant de revues psychiatriques et médicales de renom montrèrent que les médecins diagnostiquaient le sous-type paranoïde de la schizophrénie jusqu'à 5 à 7 fois plus souvent chez les hommes noirs américains que chez les hommes blancs, et ce plus fréquemment que pour les autres groupes ethniques minoritaires. Et de façon générale, en fait, on va voir qu'ils diagnostiquaient aussi déjà tout simplement la schizophrénie de n'importe quel type, beaucoup plus souvent à des personnes noires que blanches. Donc là, on va parler des phénomènes de racisme dans la psychiatrie à propos de la schizophrénie, mais ce livre rappelle, et cet auteur d'ailleurs a fait bien d'autres travaux sur cette question de la discrimination au cours de l'histoire de la psychiatrie. Et donc il rappelle que la schizophrénie n'est en aucun cas la seule maladie pour laquelle l'appartenance du patient à un groupe social, racial, culturel, genré ou socio-économique est considérée comme un facteur pouvant entraver la qualité des soins.
On sait que les médecins, par exemple, prescrivent plus d'antidépresseurs et d'anxiolytiques aux femmes qu'aux hommes. Les patients hispaniques souffrant de douleurs chroniques reçoivent souvent des doses de narcotiques insuffisantes, etc. Encore une fois, sur cette question des minorités, à la page 344, on trouve cette idée. Ce n'est pas une coïncidence, nous dit Farmer, si ces personnes sont déjà vulnérables ou si elles appartiennent à des catégories qui suscitent l'antipathie ou la peur pendant une période de tension historique. Les femmes au foyer rebelles, par exemple, les anciens soldats toxicomanes, les enfants distraits, ou bien les hommes noirs en colère. À un niveau inconscient, mais structurel, notre inquiétude relative aux actions et aux tendances de ces personnes impacte la manière dont nous rassemblons les symptômes pour produire un diagnostic, et par conséquent détermine si certaines populations entrent ou non dans notre champ diagnostique. L'idée que Jonathan Metzl commence à exposer dès le début de son livre, c'est que le diagnostic est politique, que la psychiatrie est traversée de toutes les problématiques sociales, culturelles, historiques, politiques de son temps. Et à la fin de son livre, dans la conclusion, il rappelle quand même que les psychiatres peuvent tenter de garder à l'esprit que le contexte social, le moment historique et les violences structurelles de la société informent leur perception de la réalité psychiatrique. Ok, donc j'arrête 3 secondes les citations pour résumer un petit peu grossièrement, mais j'espère assez clairement quand même, ce que c'est que cette histoire de racialisation de la schizophrénie. Alors donc, il y a un moment, un tournant, qui se situe vers les années 1965, en tout cas au milieu des années 60, et qui correspond au moment où le Black Panther Party est formé, et où donc la question de la violence de la population noire aux États-Unis est extrêmement médiatisée et touche tout un chacun. Il y a aussi la sortie du DSM-2, qui va fixer des nouvelles orientations concernant le diagnostic de schizophrénie, qui sera pas directement, explicitement racialisé, mais qui va quand même mener du coup à une racialisation, c'est-à-dire tout simplement le fait que avant les années 60-65, dans les hôpitaux psychiatriques, comme celui qu'a étudié Jonathan Metzl, eh bien, les personnes qui sont le plus souvent diagnostiquées comme schizophrènes, ça va être, enfin en tout cas le patient type, ça va être une femme au foyer, voilà, qui est un petit peu dépressive, mais pas seulement, elle est un petit peu hystérique aussi selon les standards de la psychiatrie, elle n'arrive pas à remplir son rôle de bonne femme au foyer, etc. Mais à partir de 1965, ça se renverse complètement, et le patient schizophrène type, ça va être un homme noir, et violent. Donc, d'une part, il y a la question de la racialisation, et puis d'autre part, il y a la question de cette irruption de la question de la violence dans le diagnostic, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce que ces femmes au foyer, là, elles ne représentaient pas une grande menace pour les psychiatres, enfin, dans leur imaginaire, en tout cas. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'il observe très scientifiquement, à partir des archives qu'il étudie. En plus, on sait qu'aux États-Unis, voilà, il y a comment on appelle ça, des statistiques raciales, donc on sait pertinemment de quelle couleur de peau, en tout cas, ont les gens, les patients qui sont internés dans cet hôpital psychiatrique, qui par ailleurs a la particularité d'être un hôpital où il y a beaucoup de gens qui sont là sous contrainte de la justice en fait. Donc voilà. Et donc à la même période environ, il y a des émeutes urbaines pour les droits civiques, donc qui sont menées par des personnes noires, par des hommes noirs. Alors par des femmes noires aussi, sauf qu'en fait, elles, ça va être les grandes oubliées de cette histoire-là. Peut-être tant mieux pour elles, enfin. Mais en tout cas, il y avait très peu de femmes noires qui étaient psychiatrisées, qui étaient internées à cette époque-là. Du coup, la question de diagnostic de schizophrénie les touche beaucoup moins. Donc pourquoi je parle des émeutes ? Parce que du coup, c'est extrêmement important dans l'imaginaire collectif des gens, et du coup l'imaginaire collectif aussi des personnes qui reçoivent les patients, qui diagnostiquent les patients, qui traitent les patients en règle générale. Et par exemple, le FBI va diagnostiquer Malcolm X comme schizophrène paranoïde psychotique. Donc dans la population, on associe de plus en plus la violence liée à la folie, sous le diagnostic plus ou moins conscient chez le tout commun qui n'est pas très au fait de la psychiatrie moderne, mais en tout cas la violence des hommes noirs à la folie, et la folie violente aux hommes noirs, etc. Enfin, dans tous les sens de la question. Je reviens quelques instants sur une lecture d'extrait pour transmettre un petit peu la problématique du livre.
Comment un groupe d'hommes afro-américains de Détroit avait-il pu devenir l'invisible et inévitable oublié de la désinstitutionnalisation ? Alors, une parenthèse, la désinstitutionnalisation, c'est le phénomène par lequel, en fait, les personnes sont de moins en moins internées sous contrainte, de moins en moins retenues dans les hôpitaux psychiatriques, la psychiatrie en accueil de jour se développe, etc. Et du coup, ça va donner la suite logique de tout ça, ça va être l'incarcération des personnes malades mentales qui posent problème à la société et qui n'ont pas le réseau amical ou familial pour les soigner, et qui en finissent parfois du coup à être dans une situation d'illégalité. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que l'hôpital psychiatrique qui étudiait dans cet ouvrage est devenu par la suite une prison. Et donc c'est les premières personnes qui étaient dans cette prison, c'était les personnes qui justement, comme le dit cette phrase, ont échappé à la désinstitutionnalisation. Les réponses les plus évidentes s'avèrent incomplètes. Les diagnostics inexacts fondés sur les éléments raciaux, les intentions racistes des médecins, ou même sur les actes et symptômes de ces individus eux-mêmes, ne suffisaient pas à expliquer pleinement pourquoi Ionia les avait incarcérés pendant des périodes excédant largement leur peine d'origine. L'enfermement de ces hommes était plutôt le fruit d'un long processus de racialisation, au cours duquel la schizophrénie, d'abord considérée comme une névrose rurale et féminine, s'était muée en une maladie urbaine et masculine. Un diagnostic qui dépassait le seul sein de la société américaine pour faire son apparition entre les murs de plus en plus infranchissables de cet asile. Cela fait longtemps que les spécialistes dénoncent cette tendance des institutions médicales et gouvernementales à qualifier de maladie mentale les menaces à l'autorité pendant les moments de bouleversement politique. La plus grande part de la littérature traitant cette question a été produite hors des États-Unis. Des défenseurs des droits de l'homme du monde entier, à l'image du psychiatre Walter Reich, ont longtemps documenté la manière dont les psychiatres soviétiques de ces asiles, qu'on appelait ironiquement psychouchkas, diagnostiquaient les dissidents politiques comme schizophrènes. Donc là, on parle de l'URSS. Et concernant l'enfermement de figures politiques qui posent problème au pouvoir, là, du coup, on a parlé des États-Unis, on a parlé de l'URSS, et il y a aussi le régime chinois, avec tout ce qui s'est passé autour de la place de Tiananmen. Donc, on revient quelques instants sur ce que je disais à propos de l'incarcération des personnes noires aux États-Unis, dont on sait que elle est surreprésentée par rapport à l'incarcération des personnes blanches, et que bien entendu, ça ne vient pas du fait que les personnes noires seraient plus violentes que les personnes blanches. Alors, le livre nous dit qu'aux États-Unis, une personne schizophrène a nettement plus de chances en plus d'être en prison que dans un établissement psychiatrique. Des études sérieuses montrent que le taux de schizophrénie en prison est jusqu'à 5 fois plus élevé que dans la population générale. Le problème est si profond qu'en 2003, l'association Human Rights Watch, dans un rapport intitulé « Mal équipées, les prisons américaines et les criminels souffrent de maladies mentales », décrit les prisons comme de pseudo-hôpitaux psychiatriques sous-équipés et sous-financés. Et cette analyse, elle est malheureusement vraie pour la France aussi. Alors, on revient un petit peu sur la question du rôle du DSM-2, donc la deuxième version du diagnostic sur les maladies mentales. Jonathan Metzl a une pensée assez complexe à ce niveau que moi j'apprécie beaucoup. Il dit qu'il est important de rappeler que le DSM-2 représentait pour l'époque un progrès. Dans les années qui ont suivi sa publication, le manuel a pourtant été vivement critiqué et finalement révisé en raison de l'inclusion de l'homosexualité dans les troubles mentaux. Mais la schizophrénie n'était pas au centre de ce conflit. Pour autant, le DSM-2 était loin d'être le texte objectif et universel que ses auteurs avaient imaginé. De manière involontaire et inattendue, les critères de diagnostic du manuel, et en particulier ceux relatifs à la schizophrénie, reflètent les tensions sociales de l'Amérique des années 60. Cet ouvrage, qui visait pourtant à dissocier le diagnostic psychiatrique du contexte culturel, s'avère intimement lié à la situation politique, culturelle et surtout raciale d'une nation et d'un moment historique donné. Ainsi, par un changement crucial, les critères du DSM-2 concernant la schizophrénie de type paranoïde mettent au premier plan une hostilité masculinisée, violente et agressive, fermez les guillemets, comme élément clé de la maladie. Précédemment, la version 1 du DSM décrivait la schizophrénie et la plupart des autres troubles en employant la voix passive sans pronom relatif au sexe. Le DSM-2, lui, introduit des acteurs genrés désignés par des pronoms masculins, exprimant leurs sentiments hostiles et agressifs masculins par des comportements typiquement masculins. Donc on peut se demander pourquoi, au fil du temps,
le racisme peut-être s'estompant un peu, mais bon, c'est absurde de dire ça dans un contexte actuel qui nous prouve que vraiment les choses n'ont pas beaucoup évolué à ce niveau-là aux États-Unis. Mais on peut se demander, oui, comment ça se fait que ça ait pu perdurer pendant aussi longtemps, cette association. Et du coup, une des pistes de réponse, alors c'est ce qui est appelé le biais de stéréotype racial autoréalisateur. Donc en fait, en gros, ça veut dire tout simplement que les gens qui arrivaient dans ces hôpitaux, là, dans lesquels il y a eu l'étude par exemple, c'était des personnes qui étaient envoyées là par un détenteur de l'ordre quelconque. Et du coup, il peut sembler normal que les psychiatres d'Ionia aient conçu la schizophrénie noire comme une maladie violente, étant donné le type de patient qu'ils rencontraient dans leur hôpital, postérieurement à 1968. Il aurait été bien plus compliqué pour eux d'envisager que des décisions administratives, des évolutions juridiques, le délabrement urbain, une crise politique et d'autres facteurs encore présélectionner les patients afro-américains ayant des antécédents violents, tout en éliminant, de leur patientèle donc, les patients non violents bien avant qu'ils atteignent leur cabinet. L'économiste Glenn Loury décrit ce type de biais au sein d'un échantillon comme un stéréotype racial autoréalisateur, une déformation sociale qui attribue la situation défavorable d'un groupe de personnes à des caractéristiques jugées essentielles de ce groupe, lorsqu'en réalité cette situation est le produit d'un système d'interaction sociale. Les personnes qui arrivaient dans cet hôpital psychiatrique, c'était pas une clinique où on va pour se retaper un petit peu quand on est un petit peu déprimé et qu'on sent qu'on va glisser vers de la dépression. C'était des personnes qui étaient envoyées là parfois contre leur gré, ou qui étaient envoyées là pour échapper à une peine de justice, une incarcération franche, quoi. Cette question de la stigmatisation des personnes noires dans les années 60 comme forcément violente et puis accessoirement comme folle et souffrant d'une maladie qui donc fait peur à cette époque-là. Avant, tant que c'était que la ménagère qui était trop flasque pour faire toutes ces tâches ménagères et que du coup son mari l'internait au bout d'un moment parce que quand même ça allait pas, et là on parle de personnes que le diagnostic en plus met en danger puisqu'on va s'attendre de leur part à une potentielle violence, ce qui était déjà le cas de par leur couleur de peau de toute façon à la base. Donc des études montrent que la victimisation des personnes schizophrènes est beaucoup plus importante, 65 à 130% supérieure à celle des personnes non diagnostiquées comme schizophrènes. Et donc ça veut dire que en fait, les personnes schizophrènes sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violence que d'être autrices de violence. Et je termine cette vidéo avec une petite citation finale qu'on trouve dans la conclusion, qui est presque un peu philosophique et qui est: il importe donc, aujourd'hui et à l'avenir, de garder à l'esprit la question que la psychiatrie des années 60 refusait de se poser. Au-delà des définitions positives, quel mécanisme entre en jeu dans la définition de ce qui n'est pas une maladie psychiatrique ? Lisez ce livre, il est très intéressant. Bisous!